vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Christian Estrosi, bienvenue. Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de Public Sénat sur cette affaire du droit de vote des étrangers, qui est l'affaire de la matinale en dehors des soubresauts nés des positions d'Eva Joly. Est-ce que vous comprenez la dernière intervention du président de la République, c'est-à-dire hier, c'est un projet hasardeux? Elle est totalement compréhensible dans le sens que c'est une position constante chez nous que n'a fait que réaffirmer le président de la République. L'avancée avait existé en 2005, Guillaume Tabar vient de le rappeler. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait beaucoup prospéré. C'était une grande réflexion, notamment avec la possibilité de réciprocité là où nous offririons la possibilité de le mettre en œuvre. Depuis, la situation a évolué. Nous avons, vous parlez de 2005, on est en 2012, bientôt... Mais enfin, vous, le social de l'UMP, vous qui êtes parti en guerre contre les libéraux, contre la droitisation, pourriez-vous dire c'est une bonne chose pour aller à 2012? Non, ça n'est pas une bonne chose. Ça n'est pas une bonne chose, appartenir à une communauté de destin, s'en sentir partie prenante, apporter sa contribution à sa croissance, à sa compétitivité, donner le meilleur de soi-même avec conviction. Pour moi qui suis un fils d'immigré italien, je sais de quoi je parle. Je sais qu'on m'a toujours enseigné qu'il fallait que je rende au centuple ce que ce pays nous a donné. Je ne suis pas convaincu. Donc la France n'est pas mûre. Je ne suis pas convaincu. Mais c'est pas que la France n'est pas mûre. La France accorde déjà à tous les ressortissants de l'Union européenne, j'ai moi-même dans mon conseil municipal, des Européens qui sont membres du conseil municipal de Nice avec de hautes responsabilités. Mais ils aiment la France, ils sont contribuables en France, ils travaillent en France, ils aiment Nice, ce sont des quasi-patriotes français. C'est peut-être le meilleur moyen, pardonnez-moi de faire un peu de provocation, mais de leur faire aimer la France que de les faire participer à les élections locales. Mais à quel titre des gens qui n'ont aucune attache réelle avec la France par rapport à leur histoire, et qui sont les ressortissants de pays qui n'appartiennent pas à une seconde communauté de destin que nous avons en commun aujourd'hui, qu'est l'Union européenne, pour laquelle nous nous sommes beaucoup battus ces derniers mois, pourraient-ils prétendre participer à la citoyenneté de notre pays? Aujourd'hui, qu'ils respectent notre pays, qu'ils respectent ses droits et ses devoirs, et à partir de là, ils seront les bienvenus chez nous, mais sans avoir à participer à la vie citoyenne et politique de notre pays. Tout de même, Christian Estrosi, est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'histoire? Parce qu'il y a un certain nombre de pays européens, pour les élections locales, encore une fois, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'une idée plutôt moderne? Quand on paye ses impôts locaux à Nice, même si on est issu de l'immigration, ou quand on est immigré, est-ce que ce n'est pas participer, comme on vient de le dire, à la vie, justement, locale et municipale d'une ville comme la vôtre? Non, pas du tout. Ils y participent et de manière... Quand on paye les impôts locaux, par exemple, quand même. D'abord, de quelle proportion de citoyens parlez-vous? Qui a intérêt aujourd'hui à vivre en France 12 mois sur 12, à partager la vie de notre pays et à ne pas appartenir à sa nationalité et à souhaiter absolument pouvoir se prononcer? Moi, je ne souhaite pas que des gens qui sont ressortissants d'un pays, qui d'ailleurs n'a aucune règle de réciprocité avec nous, qui ne sont pas des pays avec lesquels nous nous mettons autour d'une table pour prendre des grandes décisions sur la vie de l'Union européenne, sur les règles européennes que nous avons en partage, puissent être sous influence de l'autorité politique de leur pays pour essayer de troubler les élections internes à la France. Si ils ont autant envie que cela de participer à la vie citoyenne de notre pays, alors ils demandent purement et simplement d'abandonner leur nationalité et d'adhérer à la nationalité française. Est-ce que vous considérez si on aime la France, si on a envie de choisir son maire, si on a envie de choisir son député, si on a envie de choisir son président de la République, on aime la France, on choisit de devenir citoyen. Ça changerait la nature de la vie politique. Mais je pense que nous ne pouvons pas prendre le risque qu'un citoyen originaire d'un pays dont nous ne sommes pas sûrs du régime politique
puisse influer sur les choix que les Françaises et les Français ont à faire pour choisir leurs dirigeants. On a beaucoup de questions avec Gilles sur ce qui se passe actuellement au Sénat, où visiblement la gauche est extrêmement offensive, sur la TVA sociale. Vous avez été ministre de l'Industrie, mais moi j'ai envie de vous poser une petite question pour faire le lien, j'allais dire, au sarkozysme historique. D'abord, TVA sociale, je suis un opposant farouche à la TVA sociale. On va y venir. On a l'impression qu'actuellement... Non, mais on va y venir. Mais il y a une petite question concernant, disons, le groupe informel qui est constitué des sarkozystes historiques. S'il existe, on a l'impression quand même il y a une sorte de désamour. Charon est parti au Sénat, Dati c'est la bronca, Ramayad, elle ne sait plus très bien pour qui elle veut voter, vous n'êtes plus ministre, Hortefeux, on ne sait pas s'il va être directeur de la campagne du président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quoi? Comment peut-on trouver un mot qui soit juste? Une sorte d'infidélité des uns ou des autres, c'est-à-dire ou du président à votre égard ou de vous à son égard. Ça, c'est les petites histoires qu'on a envie de raconter. Moi, je sais que j'ai gardé une relation très privilégiée avec le président, qui m'a encore rendu visite dans ma ville il y a quelques semaines de cela. Autant je ne l'aurais pas dévoilé si certains de vos confrères ne l'avaient pas fait, puisque les choses sont sur la table, quasiment une fois par semaine, j'appartiens à ce petit groupe avec d'anciens ministres comme Brice Hortefeux, Renaud Muselier, ou encore Yves Gégaud, que le président consulte régulièrement et auquel il demande d'ailleurs d'essayer de défendre un certain nombre de lignes politiques. Donc il n'y a pas de rupture à l'intérieur de la famille sarkozyste. Moi, vous savez, ça n'est pas parce qu'à un moment il y a des petits désaccords d'appréciation, et il y en a toujours. Je trouve que le président a fait des choses qui correspondaient parfaitement à ce que pendant 20 ans nous avons défendu comme idée pour la France dans le parcours politique que nous avons effectué ensemble. De temps en temps, je m'interroge sur certains sujets et en même temps... Mais on va y venir, mais vous n'avez pas ce sentiment. La fidélité, l'amitié, ça existe. Et elle est réciproque entre lui et moi, et je n'ai pas du tout ce sentiment. D'accord. Question, est-ce que ça signifie que vous attendez à figurer d'une façon officielle dans le dispositif de campagne de Nicolas Sarkozy? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est pas en campagne. Nicolas Sarkozy est président. Personne ne le croit. Quelques semaines. Personne ne le croit. Si personne ne le croit, moi je vous dis qu'il n'est pas en campagne et que la pire des choses serait qu'il le soit. Non, mais qu'il se déclare, oui, mais objectivement... Il n'est pas en campagne. La situation est suffisamment difficile et compliquée aujourd'hui. Nous sommes face à une crise qui n'est pas des moindres. La France a tenu le choc aujourd'hui plus que d'autres. Nous apportons aux Français en matière de préservation d'un minimum de pouvoir d'achat, de distribution de leurs prestations sociales, etc., ce que d'autres pays européens n'arrivent plus à apporter, parce que le président de la République est resté président de tous les Français et c'est interdit de rentrer en campagne. Donc ne comptez pas sur moi ce matin pour parler d'une quelconque organisation de la campagne du président de la République. Je sais qu'il ne refuse même d'y songer un seul instant par jour. Alors sur le fond tout de même, puisque vous venez nous dire que vous le rencontrez de temps en temps, sur le fond, il n'est pas en campagne, mais il y a un projet. Si vous le demandez, je dirais... non, il n'y a pas de projet. Bon. Ce qui a été annoncé par l'UMP, c'est-à-dire à la fois par Jean-François Copé et Bruno Le Maire, ça ressemble à une amorce de projet. C'est un projet où quelques personnalités de l'UMP ont apporté une contribution. Vous reconnaissez dans ce projet? On n'a pas l'impression. Je m'y reconnais. Vous savez pourquoi je commence à peine à m'y reconnaître dans ce projet? C'est parce que là où l'UMP avait des positions qui étaient radicalement opposées aux miennes il y a un an de cela... C'est-à-dire la TVA sociale, justement. La TVA sociale, des positions extrêmement libérales. On ne voulait pas défendre la réindustrialisation et la défense du savoir-faire de nos PME avec le même acharnement qui était le mien, et on trouvait que j'étais trop protectionniste. Aujourd'hui, on est venu sur ces positions à l'UMP. Je demande encore des éclaircissements sur le moyen de transférer ce qui était la TVA sociale sur une charge envers les entreprises. Quel type d'entreprise? Moi, je demande à ce que ce soit les grands groupes nationaux qui sont peu fiscalisés à l'impôt sur les sociétés. Je veux que les choses soient éclaircies. Sur les 35 heures, j'ai toujours été opposé à ce que l'on supprime les 35 heures comme heure légale. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on le confirme.
Maintenant, on veut une discussion branche par branche. Je dis oui à condition qu'à aucun moment ça ne supprime les heures supplémentaires défiscalisées. Et j'attends des précisions et j'ai d'ailleurs moi-même des propositions à faire. Le produire en France. Est-ce qu'on vous demande justement des propositions, je veux dire, parce que est-ce que vous avez eu le sentiment un peu d'être écarté des conventions UMP, ou est-ce que vous avez pu apporter votre pierre au contraire? Pour la première fois, j'ai été associé à la préparation de cette convention et je demande à ce que le produire en France soit, je dirais, ce qu'il y aura en tête d'affiche sur notre projet. C'est une exigence pour redonner confiance, pour relancer la compétitivité de nos entreprises et en même temps assurer une meilleure redistribution aux Français qui ont une véritable perte de pouvoir d'achat. Bon, je vois que l'énoncé qui a été fait lors de cette convention, c'était des vœux pieux et qui existaient déjà, parce que déclarer qu'il faut développer des filières d'excellence, ce sont les 11 comités de filières que j'ai mis en place lorsque j'étais ministre de l'Industrie, ça existe. La valorisation de la recherche, on est à 4 milliards d'impôts de crédit impôt recherche, ça existe déjà. Continuer le crédit impôt recherche, soutien fort aux PME françaises, tout ça c'est de l'incantatoire. Si on vous écoute, c'est que pour gagner, il faut faire un peu du Estrosi. Pour imposer le fabriqué en France que la convention de l'UMP a proposé, il y a vraiment des mécanismes à mettre en place que je propose, notamment dans l'ouvrage que je viens... le battement d'aile du papillon. Voilà, le battement d'aile du papillon aux éditions Pascal Gallaudet, et notamment obtenir par le biais d'une résolution que l'Union européenne nous permette d'afficher le produit d'origine. Que lorsque vous allez acheter un produit, on sache exactement quel est le pourcentage de composants fabriqués par des PME françaises qu'il y a dans ce produit. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez une assiette qui a été fabriquée en Chine et vous mettez une petite griffe dessus et on peut tout de suite faire croire que c'est une assiette de la porcelaine de Limoges alors que c'est totalement faux. Voilà pourquoi il faut mettre tous les outils nécessaires en place au plan juridique et au plan fiscal pour garantir le produire en France et défendre les usines françaises. Christian Estrosi, je reviens à ce qu'on lit tous dans les journaux et notamment à Radio Classique, puisque vous savez que nous sommes extrêmement sourcilleux sur les problèmes économiques. Tous les économistes, à droite comme à gauche, internationaux, pensent que la croissance, ça va être voisine de zéro dans les mois qui viennent. Et certains donc pronostiquent même, malheureusement, un certain nombre de plans sociaux généralisés. Est-ce qu'on peut effectivement continuer à lever, et d'ailleurs on a probablement raison, le drapeau français en matière de production alors qu'une grande partie des entreprises s'apprêtent à délocaliser dans le contexte économique d'aujourd'hui? D'abord, quelles sont les entreprises qui s'apprêtent à délocaliser? On en a parlé pour Areva, on leur a dit stop, ne le faites pas, mais le plan, semble-t-il, était massif. Oui, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la volonté politique est là pour que ça ne se fasse pas. Et nous sommes bien dans cette défense de l'outil français que je prône, Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, j'ai dit des choses très clairement à M. Carlos Ghosn concernant Renault qui voulait fabriquer la Clio 4 en Turquie. J'ai dit non. Une voiture française destinée au marché français, elle sera construite en France par des ouvriers français dans une usine française. Point. Et c'est pour ça qu'on a convoqué Renault, le patron de Peugeot à l'Élysée. Le premier actionnaire a été obligé de s'y plier. Malgré ça, on sent bien que toujours par des moyens détournés, ces chefs d'entreprise-là essaient de trahir la parole donnée. Ils ne le font pas, c'est pas des anti-français. Ils le font pour des raisons économiques. Oui, ou quand je lis dans le Herald Tribune de la part de M. Carlos Ghosn que Renault ne serait plus une entreprise française, mais une entreprise internationale et qu'il ne défend pas ce patriotisme auquel nous sommes attachés. Voilà, moi je m'inscris dans la lignée du général de Gaulle, auquel nous devons une grande politique industrielle sur l'électronucléaire, sur l'aérospatial, sur l'aéronautisme, ou encore sur le ferroviaire. Où en serions-nous si... Vous allez jusqu'à soupçonner les patrons du CAC 40 d'avoir une envie d'être démangés par les délocalisations, quelle que soit la situation économique, finalement. Écoutez, quand un brevet est le fruit de la matière grise d'un ingénieur français, et que avec ce brevet, qui a souvent été financé par du crédit impôt recherche, donc par des contribuables français, on sort ce brevet de nos frontières pour aller produire avec ce brevet
dans des pays qui ne respectent pas les mêmes règles environnementales, fiscales et économiques que les nôtres, voire même sociales, eh bien je dis que nous avons à prendre des dispositions légales et réglementaires pour sanctionner cette entreprise-là. On me l'a souvent reproché. Aujourd'hui, beaucoup viennent sur ces positions. Je m'en réjouis. En tout cas, moi, je ne changerai pas de cap. Je veux défendre d'abord le produit français. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et en direct sur Public Sénat. Bonne journée à vous. Merci. Gilles, bonne journée. Merci. On se retrouve demain dans un